Industrial Nation, nous sommes toujours sur les journées techniques d'Asmobax avec ses partenaires. Je suis très content de pouvoir animer le podcast en live, en délocalisé et écoutez, on est sur un nouvel épisode et j'ai le plaisir de recevoir Julien Zog de la société Regofix. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, je suis très content de t'avoir parmi nous sur le podcast. Attends, je baisse la musique pour pas que ça perturbe le son, parce que là, je me cherche un peu. Hein. On est sur un podcast délocalisé, j'ai pas mon studio. Ravi de t'avoir parmi nous. Moi, je suis ravi d'être là aussi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, et tiens juste le micro par là, ouais, comme ça on t'entend bien. Est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter, me dire un petit peu qui tu es et qui est Regofix? Mais avec plaisir. Donc moi, je suis Julien Tsaoug, 40 ans, je vis en Suisse romande. Je travaille pour la société Regofix depuis 2 ans aujourd'hui, en charge des marchés francophones, donc ce qu'on appelle la francophonie, donc, qui concerne la Suisse romande, la France et une partie du Maghreb. Ok, plutôt la zone Europe et nord de l'Afrique, quoi. Il n'y a pas là-dedans. C'est une zone qui est plutôt, on a réglé plutôt sur la partie linguistique, donc okay. Zone où on parle le français, pour des questions aussi d'approche linguistique, puisque Regofix est situé dans la Suisse allemande, région de Bâle, et là la langue est l'allemand. Donc c'est plus difficile de comprendre et de faire partager. Du business, voilà, exactement. Ouais. Tu peux nous parler un peu de Regofix? Regofix, c'est une entreprise qui est implantée mondialement aujourd'hui, on peut le dire, qui est leader un petit peu sur son marché, en tout cas qui est connu, hein, qui est reconnu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous dire qui vous êtes et ce que vous faites? Oui. Donc Regofix, c'est une entreprise qui a 70 ans, plus de 70 ans aujourd'hui, deuxième génération familiale. Les 3 fils ont repris les rênes de l'entreprise. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc oui, on est leader dans le serrage outil. On est considéré comme une marque premium aujourd'hui. Tout ce qui est serrage pince en fait. Regofix est l'inventeur de la pince ER. Il a inventé cette pince il y a plus de 50 ans. Aujourd'hui, bien que c'est une pince qui soit tombée dans le domaine public, elle est régie par une norme industrielle. Et vous êtes à l'origine de la norme, c'est ce que tu me disais hier. À l'origine. Pour la petite histoire, le R de la pince ER signifie Regofix. Donc c'est un petit clin d'œil aujourd'hui encore à la marque, chaque fois qu'on a une pince ER sur un établi. Et c'est un peu une consécration pour une marque de se retrouver au rang de normes industrielles aussi, non? Oui, bien sûr. C'est assez rare que ça se passe comme ça en fait. Quand la brevet peut devenir une norme industrielle, Regofix on est très fiers et a toujours continué en fait d'investir et de promouvoir ce système de serrage. Bien qu'aujourd'hui, les années passant, il y a eu des nouveaux systèmes qui sont arrivés sur le marché, comme Micron, PowerGrip, on ne veut pas venir trop dans les détails techniques, mais Regofix a toujours travaillé en fait pour rester premium à ce niveau-là. Alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas le secteur de l'usinage et le secteur un peu de l'outillage, aujourd'hui, c'est quoi une pince? Enfin, c'est quoi le produit que vous fabriquez? En quoi ça consiste en fait? Le produit qu'on fabrique, en fait, nous, en fait, notre spécialité, c'est ce qui vient entre le nez de la motobroche et puis la coupe de l'outil. D'accord. Donc cet élément-là, qu'on appelle porte-pince, porte-outil, tasseau, attachement, enfin voilà, il a plein de petits noms suivant les régions où on se trouve. Cet élément-là, il est très important parce que c'est ce qui va garantir en fait que la précision d'une machine, elle va se retrouver à la coupe. À la coupe, ouais. Donc ça, il y a ça des permet systèmes... de maintenir correctement, de fixer correctement le métal à découper, à tailler, de manière à ce qu'on ait ce niveau de précision. Oui, exactement. Et c'est important parce que c'est dommage aujourd'hui, il y a une sensibilité qui a été faite au niveau des machines. Donc les gens, ils ont compris qu'une machine performante, elle permet d'avoir une production de qualité. L'outil de coupe aussi est très mis en avant pour des raisons marketing. Malheureusement, le porte-outil il est resté un petit peu en retrait. Et Regofix fait aussi beaucoup d'éducation dans les centres d'apprentissage, dans les écoles, dans les salons. Pas forcément pour la marque, mais pour dire attention, le porte-outil il est important, quel que soit le type. C'est important que la précision de la machine. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on voit qu'on a une machine Grob là, dans le lieu aujourd'hui. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a toute une chaîne de valeur aussi autour d'une machine. Il y a les outils, il y a les trucs qui portent les outils, il y a le métal en lui-même. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt de ces métiers, c'est d'avoir un peu toute cette chaîne de valeur avec chacun qui a son importance dans la qualité de la pièce, dans la qualité du produit final. Ben, c'est exactement ça. Au final, il faut que le bon produit se retrouve à la bonne place. C'est toujours ce qu'on dit. Il ne faut pas utiliser qu'un seul type d'outil, qu'un seul type de porte-outil, de machine, etc. Il faut réussir à trouver l'ensemble qui fonctionne le mieux pour un besoin. Par exemple, là, on est sur le secteur aérospatial, plutôt dans la région de Toulouse. Il y a certains produits qui sont plus dédiés à cette industrie-là. En Suisse romande, je serais plutôt confronté à un marché horloger, où là, on va arriver dans le micro, dans des besoins de concentricité, dans des besoins d'encombrement minimal, etc. Donc chaque marché a ses particularités, il faut être à l'écoute du marché.
Mais c'est l'avantage des magnifiques journées comme aujourd'hui qui ont été mises en place par Asmobax, hein, où on va retrouver justement des partenaires considérés comme premium, mais qui font que sur toute la chaîne de valeur, travailler ensemble de manière au service du client. C'est un petit peu comme on dit, le 1 plus 1 égale 3, là c'est 8 plus 12, enfin voilà. J'ai compris le principe. Julien, toi tu es chef de marché, chef de zone, responsable de zone, enfin je ne sais pas l'intitulé exact. Tu peux nous parler un peu de ton métier, comment tu es arrivé à ce job, en quoi ça consiste? Alors l'intitulé de mon job il est assez générique, c'est IP and Sales Manager pour une région, donc c'est vraiment chef de marché. Je suis responsable pour un marché donné. Regofix ne faisant pas de vente directe, juste pour terminer un petit peu sur l'organisation. Vous travaillez avec des revendeurs, avec des partenaires vraiment dédiés, proches du client, proches du marché, avec une connaissance applicative qui est très très forte. On a besoin de cet accompagnement chez le client final. Donc moi mon rôle il est d'animer en fait ce marché de revente, sauf pour la particularité ce qu'on appelle AIP. C'est un programme que Regofix a mis en place il y a quelques années aujourd'hui, qui nous met en liaison directe avec les fabricants d'origine, que ce soit machines, petites coupes, serrage. Pourquoi? Parce que ces corps de métier ont aussi des contraintes qui peuvent toucher l'attachement, et des fois de mettre juste nos ressources en parallèle peuvent aussi aider le client final à trouver une solution. Donc là on est plutôt dans la résolution de problèmes que simplement la vente du dispositif. On est vraiment aussi dans comprendre le besoin du client et trouver une solution. Il faut être à l'écoute. Vous savez, aujourd'hui, pour faire une petite parenthèse, si vous voulez rester leader dans un secteur d'activité, vous devez être à l'écoute du marché. Il faut toujours être dans la capacité d'innover. Le fait d'être une entreprise familiale nous aide énormément au quotidien parce que les prises de décision elles sont directes. Vous avez un meeting, je fais un retour du marché, là je suis 2 semaines sur le marché, ok, j'ai décelé ce besoin, cette tendance, ok on y va ou on n'y va pas. C'est très direct. Donc ça c'est une capacité de la structure familiale. C'est l'avantage d'une structure familiale, d'une structure aussi très directe au niveau hiérarchique, d'être tous ensemble et de pouvoir discuter, de pouvoir partager les idées. Tout à l'heure, je ne sais pas si tu l'as dit, la taille de Regofix en termes de nombre de salariés, de taille du business aujourd'hui? Regofix, on a un peu plus de 300 collaborateurs avec notre réseau mondial. Sur site à Teniken, donc on est dans la région de Bâle, on est à environ 240 collaborateurs qui faisons la production, vente, marketing, stockage. Toutes les fonctions un élément important, c'est que tous les produits Regofix aujourd'hui sont fabriqués en Suisse. On n'a pas de production à l'international. Par contre, on a 8 filiales, on a développé les États-Unis, la Chine, le Japon, entre autres l'Inde, l'Italie dernièrement, pour accompagner notre réseau de vente et d'avoir un stock. Parce que Regofix souhaite aussi toujours avoir une proximité de marchandises dans les 24-48 heures. Donc, si vous voulez cette proximité, vous devez avoir des stocks proches de vos clients finaux. Mais la fabrication reste toujours dans le berceau d'origine, en Suisse, dans la région de Bâle. Et vous n'avez jamais délocalisé ou pensé à délocaliser comme peut-être d'autres l'ont fait, notamment côté France, où je crois que ça a été le cas pendant longtemps. On a beaucoup délocalisé, avec pas mal de regrets, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de réindustrialiser, de faire revenir les métiers. Vous avez su conserver ça. Est-ce qu'il y a une recette suisse? Parce que ça fait 2-3 personnes que j'interviewe qui ont eu la même approche. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné qu'il n'y a pas eu ces choix de délocalisation? Enfin, je ne sais pas si c'est une question à laquelle tu peux répondre. Je peux y répondre peut-être par rapport à mon parcours, puisque tout à l'heure tu m'as posé la question d'où je venais. C'est peut-être le moment de fermer la parenthèse. Donc moi je suis issu en fait d'un apprentissage en Suisse qui s'appelle polymécanicien. Donc c'est l'équivalent des mécaniciens de précision. C'est un métier qui a été remanié dans les années 2000. J'avais fait mon apprentissage chez Tornos à l'époque, une entreprise de décolletage, de machine de décolletage. Et suite à ça, j'ai travaillé 15 ans dans la machine-outil, où cette partie-là, j'ai eu un aspect très applicatif. C'est là que j'ai développé un peu le côté applicatif. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai vu un peu l'impact de la délocalisation. Quand au départ vous travaillez avec de la sous-traitance par exemple de proximité, puis vous avez tendance à la délocaliser, vous perdez un savoir-faire, vous perdez une réactivité en cas de besoin. On gagne à court terme quelques euros sur des coûts et puis on perd après des années de savoir-faire et de compétences. Et je pense que très très vite en Suisse on s'est rendu compte, parce qu'il y a tout de suite la crise en 2009 qui est arrivée, on s'est tout de suite rendu compte que peut-être qu'on prenait le mauvais chemin.
et on est revenu sur l'hyper local. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une force parce que si vous voulez innover sur un nouveau produit, le fait d'avoir tous vos partenaires autour de vous. Donc c'est soit vous produisez tout puis vous maîtrisez la chaîne. Ouais. Il y a peu Soit d'entreprises vous avez un qui réseau de peuvent, partenaires locaux avec qui vous bossez, quoi. c'est exactement ça. Ça, c'est ce que vous avez su faire, et surtout avec une structure familiale qui fait qu'on n'est pas obligé de rendre compte à des actionnaires qui vont peut-être être exigeants sur on va dire les dividendes ou la rentabilité de l'EBITDA, quoi, je dirais, même si c'est toujours important. Il y a des avantages Ouais. et des inconvénients dans tout système. Je dirais que notre système il convient bien à l'application qu'on a, au type de métier qu'on fait. Ouais. On a une volonté de réinvestir régulièrement dans des nouveaux moyens de production. Ouais. Ça permet aussi de rester toujours à la pointe. Si vous voulez rester leader, parce qu'on aurait pu perdre le leadership depuis les années qu'on a créé la pince ER, si vous voulez garder le leadership, vous devez toujours investir. Une machine, après 5-6 ans, il faut la remplacer. Il faut innover dans les manières de production pour produire plus, diminuer les coûts et rester compétitif sur le marché. Alors, quand on parle d'industrie 4.0, j'imagine que les usines ou l'usine ou l'endroit où vous fabriquez en Suisse, probablement, vu le niveau des salaires en Suisse, j'imagine que vous êtes sur une usine qui est hyper investie, enfin qui est hyper automatisée. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que cette automatisation, c'est quelque chose que vous avez intégré avec tout ce qui regroupe ce qu'on appelle l'industrie 4.0? C'était quoi un peu votre démarche par rapport à ça? On a une grosse automation qui s'est faite avec peu de et puis ça a permis, c'est pas uniquement diminuer le nombre de personnes en fait. C'est vous pouvez replacer les personnes dans des postes où vous avez besoin des compétences réelles. Du coup, ça fonctionne aussi dans la motivation du collaborateur. Vous pouvez donner des tâches de métrologie. Un metteur en train, il va mettre en train la machine. Le robot, il va la faire produire. Mais derrière, ce collaborateur, il peut préparer à évoluer des gammes, il peut faire de la métrologie. Donc, le cadre de travail augmente, si vous voulez, la qualité de vie. Et au niveau du bâtiment, on est assez fiers d'être 14001. C'est une norme environnementale qui est difficile à atteindre dans l'industrie. Mais on a travaillé sur des récupérations d'eau de pluie. Il y a pas mal de systèmes qu'on peut mettre en place qui améliorent aussi aujourd'hui le cadre de vie des collaborateurs. J'ai l'impression, en tout cas, bon après j'ai pas de chiffres ni d'effets d'études, mais j'ai l'impression que l'industrie suisse a quand même pris a une vraie prise de conscience aussi des enjeux environnementaux, enfin la Suisse de manière générale, mais encore plus l'industrie aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très présent, en tout cas dans les discussions que j'ai pu avoir avec des industriels suisses, d'être vigilant là-dessus. J'ai interviewé dernièrement une entreprise française, enfin une entreprise suisse qui a une unité de production à Valence, la ville où j'habite, SFS, qui est une entreprise suisse, qui fait des fixations. Oui, je connais. Ils ont eu des ambitions très fortes, même pour l'usine française, avec des réductions de gaz à effet de serre, enfin, quelque chose qui est assez impressionnant. Et la volonté, elle vient de la maison mère en Suisse, qui a imposé ça à tout le groupe avec des ambitions très très fortes. Je trouve que c'est assez intéressant. La tendance environnementale, enfin, on a eu le Covid, après il y a une crise énergétique, il y a eu une crise maintenant du climat. C'est une tendance qui est importante. C'est pas seulement comme on peut entendre souvent parler dans les médias de greenwashing, etc. Je pense que pouvoir produire, pouvoir préserver les ressources, c'est important. Et il y a des possibilités aujourd'hui de le faire. Il y a des produits qui existent pour éviter de surconsommer. Dans notre cas d'application, des mandrins. On a des durées de vie aujourd'hui sur certains mandrins qui approchent des 70 ans. C'est pas uniquement de dire ok, on fait du greenwashing, on est 14001 et puis on sauve la planète. Non, c'est pas cet argument-là. Mais je pense que tous, on peut avancer. Et certaines industries, je pense comme l'industrie aéronautique, a pris ce pas aussi dans différents secteurs et ça va jusqu'à l'approvisionnement des besoins de production. C'est pas uniquement au final de consommer moins quand on fait un vol de A à B, mais c'est jusqu'à la production de l'avion et de tout ce qui va autour de l'avion. Exactement. Moi je vais revenir sur un sujet qui m'intéresse. On parlait d'automatisation. Tu as expliqué à un moment donné que cette automatisation elle se fait pas au détriment du salarié, de la personne. Au contraire, elle va pouvoir avoir des postes un peu plus valorisants. Il n'y a pas franchement d'intérêt aussi à avoir quelqu'un qui prend des objets et qui les met dans une machine ou qui charge une machine toute la journée. J'en parlais hier avec un intervenant sur la robotique là, que j'ai interviewé. Toi, tu es aussi un produit du système d'éducation en Suisse avec une approche, j'imagine, beaucoup centrée sur l'alternance. Ce qu'on appelle en France l'alternance, c'est l'apprentissage. Aujourd'hui, où en est l'industrie suisse sur ces questions de recrutement, de formation? Je sais qu'en France, c'est un sujet
très compliqué, notamment dans l'aéronautique. On a du mal à trouver des gens pour travailler dans les usines avec des compétences d'usinage, de tournage, de tous ces métiers un peu techniques. Où est-ce qu'on en est en Suisse sur ça? Est-ce que vous avez les mêmes difficultés de recrutement? Comment se passe un petit peu la formation? Comment une entreprise comme RegoFix arrive à garder ce niveau de compétence justement en interne? Alors effectivement, la Suisse n'est pas épargnée au niveau personnel, qualifié, présent sur le marché, c'est très très problématique. Vous avez la même problématique quand même malgré... On a la même problématique, les entreprises forment de plus en plus. Maintenant, on ne peut pas former plus que les jeunes qui sont disponibles. Ouais. Il y a eu une vraie tendance, une fuite qui s'est faite des métiers de la mécanique au métier de l'informatique, au métier des soins, ce qui est très bien, puisqu'il faut que... On en avait besoin aussi, Mais aujourd'hui, du coup, elle a été un peu délaissée, la mécanique. Okay. Les entreprises ont bien joué le jeu, ont essayé de montrer que la mécanique, c'est pas juste rentrer le soir avec une blouse qui sent l'huile, mais il y a plein de métiers qui sont très intéressants pour ramener un petit peu la jeunesse aussi dans les apprentissages. Pour rappel, en Suisse, l'apprentissage, vous faites 4 ans en industrie, 3 ou 4 ans, ça va dépendre des métiers, des formations. Si je prends pour les mécaniciens, c'est 4 ans, vous êtes 3 jours et demi à l'entreprise, 1 jour et demi à l'école, et à la fin, vous êtes directement prêt à travailler sur le marché. Les entreprises de plus en plus forment et conservent l'apprenti en fin de formation. Et après, par la suite, on a pas mal de formations post-grade qui sont possibles, des brevets fédéraux, donc comme moi j'avais fait dans les années 2008, qui permettent après de mettre des compétences de gestion de projet, de marketing, de vente, etc. Vous pouvez rajouter des managériales, ce genre de choses. Mais toujours avec un métier de base qui est issu de la technique et puis de l'expérience. Ouais. Ça, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de très fort. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être encore. Je ne vais pas dire d'erreur, cette information me concerne moi, mais je pense qu'on est à plus de 70% encore issus sur de l'apprentissage. Ouais, ok. Ça, c'est quelque chose de très fort, là où en France, on a parfois peut-être un peu tendance à sous-estimer un peu cette partie apprentissage, enseignement professionnel. Moi, je parle pour moi en tant qu'ancien prof de l'enseignement professionnel. Je trouvais qu'on était toujours un peu la dernière roue du carrosse. Alors, ça a sûrement changé depuis, mais il y avait un peu de ça, et je pense que ça explique aussi peut-être ces difficultés quelques années plus tard à retrouver des profils, à recruter des gens compétents. C'est des tendances. Je ne pense pas qu'il y a de formule magique. Je pense qu'il y a aussi peut-être un peu de chance, il y a un peu un instant T. Voilà. Il y a des choix aussi quand même forts. Je veux dire, le fait d'avoir laissé aussi délocaliser, d'avoir fait des choix peut-être un peu court-termistes de délocalisation, là où d'autres pays comme la Suisse ou l'Allemagne ou d'autres ont su à un moment donné conserver quand même certains métiers. Ça explique pas mal de choses aussi. Sans partir dans des débats politiques, je ne pense pas qu'on va venir là-dessus, mais pour dire juste d'un point de vue observateur, c'est vrai que la Suisse n'est pas rentrée dans l'Europe. C'était assez serré à l'époque, j'étais plus jeune, donc je ne me rappelle pas très bien des valeurs, mais j'étais un peu moins intéressé à l'époque par toutes ces histoires. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est assez content d'avoir fait ce pas en retrait, de conserver un petit peu cette vue externe et de conserver cette compétitivité. Alors, c'est difficile pour les entreprises parce qu'il y a des accords bilatéraux qui doivent être chaque fois discutés, etc. Il y a de la perte de compétitivité qui pousse l'industrie suisse à toujours se réinventer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, le franc suisse, il a perdu 60%. Il y a eu beaucoup de dégâts à une époque avec ça. Et à chaque fois qu'il y a 20% qui sont tombés, il a fallu investir dans les processus pour réussir à rester plus compétitif. Au début de l'interview, vous me parliez comment la Suisse reste compétitive. Moi, je pense que l'impact du franc qui est devenu fort est un impact direct de la compétitivité aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu ces crises et ces besoins de se réinventer, peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas là. Ça sera un peu le mot de la fin. C'est souvent dans les challenges et dans les difficultés qu'on arrive aussi à trouver les meilleures solutions à se réinventer. Et ça, je crois que des boîtes comme RegoFix, vous le faites de manière assez admirable. Merci beaucoup Julien, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu es très occupé aujourd'hui, mais c'est sympa d'avoir pris un petit moment avec moi. Merci. C'était un grand plaisir. Et puis bonne continuation. Merci. Chers amis, juste pour vous mettre la petite musique de fin, écoutez, on se retrouve très très vite. Je suis toujours ici sur le salon, en tout cas sur les événements plutôt techniques, l'événement technique d'Asmobax. À très vite. Je vais poser,